Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Olivier Piacentini, consultant. Autrefois, vous avez fait Sciences Po Paris, ce qui ne vous a pas déformé. Il y a quelque temps, on a participé à une émission justement sur le mondialisme à Radio Libre Courtoisie avec le professeur Magnard, Maxence Écart, qui vous connaissez la plupart d'entre vous, vous-même, Alain Pascal, qui est venu ici, et moi-même. Petite parenthèse, samedi prochain, ceux qui n'auraient pas pu acquérir un livre, ou l'autre, vous serez à la librairie française pour dédicacer vos œuvres. Et j'y serai aussi pour dédicacer Le Maurras, un livre d'hommage, si c'est encore possible. Alors, le mondialisme. Bon, la mondialisation est un fait, ne fût-ce que par les moyens de communication. Il y a 40 ans, quelques auteurs obscurs, on peut penser à Virion et à quelques autres, on noirci des pages et on les prenait pour des demeurés ou des fous. Le premier qui a commencé à parler ouvertement de mondialisme et de nouvel ordre mondial, c'est Bush. Concrètement, ce meilleur des mondes possible qui est en train de s'instaurer dans ce village global, qui prend la forme politique d'un totalitarisme doux ou invisible, n'a plus besoin de Mirador ou de police politique, même si les polices politiques augmentent en proportion de la diminution des forces armées régulières dans tous nos États prétendument démocratiques. Cette société n'a plus besoin vraiment de Mirador. Les radios, les télévisions, les moyens de communication, les journaux, quels qu'ils soient, vous prenez, faites un essai, La Croix sans Croix, ou le Monde, ou le Figaro, le substrat est le même. C'est uniquement le style qui change, qui s'adapte aux bourgeois bobos, aux bourgeois cravate ou de papillon, ou en jean, pour le nouvel Libération. Le fond est le même. Les piliers sont les mêmes. L'écologie, les règlements climatiques pour faire peur, cette puissance occulte se crée ou crée des ennemis pour pouvoir terroriser. Et l'objectif, c'est au fond la post-humanité, l'homme amélioré, où vous aurez l'hyperclasse dirigeante, l'oligarchie internationale, qui aura ses valets. Autrefois, dans l'Antiquité, Claude conseillait aux maîtres d'être clément, de bien traiter ses valets, de les nourrir, afin qu'ils travaillent. Aujourd'hui, plus la peine. Et il faut être attentif à ce qui se passe. Il y a quelque temps, quelques mois, des robots, on leur a octroyé la personnalité juridique. Alors que si on évoque, même sur le plan philosophique, le statut de l'embryon, on est interdit de télévision. Et même dans une émission religieuse. Par exemple, le père Boboc qui a écrit sur le transhumanisme, il y aura une prochaine édition largement augmentée. Il a été invité par Père Ozoline, que vous avez vu ici, et il a reçu une lettre en disant que plus jamais il ne pourrait passer, parce que même si c'était une émission religieuse, c'était le service public. Comment lutter contre le mondialisme? Quel est son objectif? Déraciner? Et ça, c'est les ultimes conséquences de l'idéologie des prétendues Lumières.
un homme nouveau. Les moyens peuvent changer, mais l'objectif est le même. Et qu'est-ce qu'on veut? Une société dont les enfants sont les fils de personne. Voilà. Alors, éventuellement, les prétendus cercles de pensée, religion, tout ce que vous voulez, pourront continuer à exister, à condition qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent et qu'ils se plient aux injonctions de l'ordre mondial. Et on voit très bien, par exemple, Charles Maurras parlait des États confédérés. Alors je ne vais pas les énumérer, tout le monde sait ce que c'est. Quand on voit un prétendu journaliste pseudo-traditionnaliste qui fait un livre à la gloire de Luther, on a compris. Les banques sont ravies. Hein. C'est l'éthique protestante qui gagne. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Merci, frère Thierry, et puis merci à vous tous d'être venus. Alors, j'avais déjà fait il y a 2 semaines une conférence au Carrefour de l'Horloge. Pour ceux qui sont là et qui m'ont suivi, et certains y en faisaient partie, j'ai complètement modifié, si vous voulez, l'approche pour éviter des redites. Et j'invite les gens à revoir éventuellement cette autre conférence où on aborde la question sur un autre aspect. Alors, la mondialisation, comme l'a si bien dit frère Thierry, c'est un faisceau d'innovation technique dans les domaines des transports, des communications, qui concourt en fait à rapprocher les distances, à rapprocher des gens éloignés d'un bout à l'autre de la planète, à rapprocher les peuples. C'est à la base des innovations techniques. Avec la télévision en direct, elle a permis à des milliards de personnes de suivre en même temps, par exemple, les premiers pas de l'homme sur la Lune en juillet 69. Et en se voyant comme une petite planète sur l'écran, le monde entier s'est senti tout d'un coup appartenir à une seule et même humanité. C'est le sentiment que beaucoup ont eu en se voyant sur cette planète au fond si petite. En une seule journée, avec les progrès de l'aviation, on peut traverser la planète entière. On peut en changer des textes, des images, des vidéos en un seul clic. Et surtout, une innovation dont on parle peu, mais qui est quand même relativement récente et très importante, c'est celle du porte-container, qui date des années 50 en fait, qui est donc toute récente, mais qui permet de faire voyager des milliers de tonnes de marchandises sur un seul et même bateau d'un continent à l'autre. Donc lutter contre la mondialisation, c'est vain. Autant qu'il était vain de lutter contre l'imprimerie et la démocratisation du livre au XVIe siècle. La mondialisation, c'est un phénomène technique et inéluctable dont on va devoir composer. Donc on pourrait sortir finalement fort déprimé de cette conférence, car pour vous tous, et pour moi en tout cas, la mondialisation, c'est une parole un peu sinistre, c'est un mot obscène qui désenchante, qui déracine, qui écrase la diversité, qui extirpe de l'humain sa dimension historique, culturelle, spirituelle, le lien charnel que nous pouvons tous avoir avec notre passé, avec notre terre et avec Dieu. La mondialisation, c'est un phénomène dont on voit aujourd'hui, enfin, on le ressent comme une espèce de muraille aux couleurs glauques sur lequel les cultures, les traditions, les sacrements, les volontés populaires, les souverainetés viennent se fracasser. La mondialisation, c'est un peu notre cauchemar moderne. Et pourtant, elle repose, on vient de le voir, sur toute une série d'innovations techniques qu'on peut voir comme des progrès et que beaucoup d'entre nous ne refusent pas. Des progrès qui sont largement utilisés, que ce soit évidemment les téléphones portables, la télévision, les transports aériens, etc. Alors, pourquoi est-ce que nous la vivons si mal, cette mondialisation? Pourquoi nous ressentons au fond une oppression, en même temps qu'une espèce d'amputation d'une partie de nous-mêmes? Eh bien parce que cette mondialisation, elle a été captée par les nouveaux maîtres du monde, c'est-à-dire depuis à peu près 25 ans, les détenteurs du vrai pouvoir. Et je les divise en 3 catégories: les multinationales, les grandes banques et institutions financières, et depuis une douzaine d'années, les géants du numérique qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et ces nouveaux maîtres du monde ont ceci de particulier par rapport aux anciens maîtres du monde, qui étaient les chefs d'État, les nations, c'est qu'ils sont hors sol, ils sont loin de nous, hors de notre portée, ils échappent aux volontés populaires, et ils avancent masqués. On ne les connaît pas, finalement. Il n'y a pas un monsieur mondialisation, il n'y a pas
comme il peut y avoir le chef d'État de la France, des États-Unis, etc. Ces nouveaux maîtres du monde, ils ont pris le pouvoir définitivement, en tout cas depuis 25 ans. Définitivement, j'espère que non, mais enfin, en tout cas, depuis 25 ans, c'est le cas, à la faveur d'un événement essentiel, ça a été la chute du mur de Berlin, qui a fait s'écrouler donc le communisme, qui a emprisonné en quelque sorte la moitié du monde dans ses frontières, et cet événement a ouvert toutes les frontières aux grandes sociétés multinationales, ce qui leur a permis d'étendre leur business sur la planète entière. Dans la foulée de la chute du communisme, on s'est vite empressé de créer l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, et d'abattre dans la foulée toutes les frontières qui barraient la route aux échanges de produits, de capitaux et pourquoi pas d'êtres humains. Dès lors, le monde entier a vu se déployer les activités industrielles dans le cadre des délocalisations. L'Occident est devenu, depuis mai 68, une civilisation qu'on pourrait qualifier d'enfant gâté, qui se révoltent, qui exigent, qui revendiquent, qui font passer leur ego avant tout, qui font grève dès que ça ne va pas, qui refusent tel ou tel type de travaux, et qui basculent dans un consumérisme et l'hédonisme. Et donc, il y a une perte de confiance des grands industriels à partir de la deuxième moitié des années 60 dans le lien avec les masses populaires. Et peu à peu, l'Occident s'est vidé de ses usines qui ont été démontées là pour être montées en Chine, en Inde, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et au Brésil. Et ce mouvement, qui avait déjà démarré dans les années 70, a pris une très grande ampleur, bien entendu, dès que le communisme s'est effondré et que le monde est devenu complètement ouvert avec l'OMC et la chute des barrières douanières. Dans cette économie mondiale reconfigurée toujours par les multinationales, l'Occident n'a plus, loin de là, le monopole du travail et de l'industrie. Il se voit en faire attribuer un nouveau rôle, celui du pôle consommation dans la vaste usine planétaire. Car il est bien évident que les salaires qui sont pratiqués en Chine, en Inde et ailleurs, ne permettent pas de faire émerger, au moins dans un premier temps, une classe moyenne qui puisse absorber les productions gigantesques qui sortent des usines. Donc, l'Occident est consacré comme l'aspirateur boulimique chargé par les puissances économiques d'absorber tout ce que la Chine, l'Inde et les autres produisent en quantité gigantesque, à moindre frais, avec des millions de bras dociles et corvéables à souhait. Et c'est bien à ce niveau que se situe le cœur du problème. Le nœud qui nous rend, à la base, cette mondialisation insupportable. Car elle tend à faire de l'homme l'instrument de la domination des puissances financières dont l'intérêt est simple. Quel est l'intérêt de ces puissances financières? Maximiser ses profits et les garantir, les pérenniser dans la durée. Et elle va utiliser toutes sortes de leviers et de contraintes pour y arriver. Comment? Tout d'abord en baissant le coût du travail le plus possible, en rendant chacun plus dépendant des emplois que les grands groupes fournissent d'un côté. Donc c'est un travail de raréfaction de l'emploi. D'abord par les délocalisations, on le sait, et puis on va le voir par la suite également par la robotisation. Et puis l'autre moyen de pression, pour garantir les profits, c'est de pousser l'homme à consommer toujours plus. Et à consommer quoi? À consommer du produit multinational, fabriqué à très grande échelle et destiné à être vendu à l'identique partout sur la planète, sans considération des goûts particuliers de tel ou tel peuple, des cultures locales. Voilà, on essaye de vendre à échelle maximum le même produit. C'est ça qui rapporte le plus, c'est comme ça qu'on fait le plus de profit. Donc la mondialisation, c'est devenu un projet de reformatage de l'humain dans une optique de servilité, de corvéabilité absolue par rapport au travail, mais aussi d'une appétence quasi pulsionnelle pour la consommation, et une consommation orientée et conditionnée sous l'action des multinationales. C'est-à-dire on ne veut pas que vous consommiez n'importe quoi, on veut que vous consommiez des produits que ces multinationales, donc les nouveaux maîtres du monde, fabriquent. À la chute du mur de Berlin, lorsque la mondialisation, qui était jusque-là confinée à ses aspects techniques, encore une fois, donc qu'il ne s'agit pas de combattre, cette mondialisation, à partir de la chute du mur de Berlin, va se déployer dans le sens non plus d'une mondialisation, mais d'une globalisation. Et un livre allait l'exprimer, encore de façon balbutiante, ce qu'allait être l'idéologie mondialiste et qui étaient les porteurs de cette idéologie mondialiste.
Ce livre, il est sorti au tout début des années 90, donc juste après la chute du mur de Berlin. C'est la fin de l'histoire et le dernier homme d'un auteur américain, bien sûr, Francis Fukuyama. Et rien que le titre l'indique, la fin de l'histoire et le dernier homme, il indique ce que ça sera le mondialisme. Mondialisme en tant qu'idéologie de la mondialisation. Eh bien, c'est un homme achevé, arrivé au terme de son parcours, débarrassé du poids de son histoire. Et le dernier chapitre de cette histoire, selon l'auteur, hein, pas selon moi, c'est la guerre des systèmes politico-économiques que fut la guerre froide entre un Occident démocrate, libéral, capitaliste et un bloc de l'Est totalitaire, antilibéral et collectiviste. L'Occident l'ayant emporté, son modèle est appelé à se diffuser partout sur la planète. C'est la thèse que défendait évidemment Francis Fukuyama. Car nous dit l'auteur, la jeunesse du monde entier n'a qu'un rêve, accéder au monde de confort, de consommation et de loisirs que représente l'Occident à ses yeux. Des jeans, du Coca-Cola, du rock'n'roll, des films hollywoodiens, voilà ce à quoi les jeunes aspirent partout sur la planète, de Calcutta à Rio, de Lagos à Varsovie. L'Occident qu'on veut répandre, ce n'est donc pas celui de Platon, de Aristote, de George Washington, de Rousseau, de Léonard de Vinci, de Mozart, de Goethe, de Napoléon, de Louis XIV, de Jeanne d'Arc, de Dante. Non, c'est plutôt celui de McDonald's, de BMW, d'Armani, de Calvin Klein, de Pepsi Cola, Michael Jackson, etc. Le Real Madrid, Tom Cruise, James Bond, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Je cite tout ça pour vous montrer tous les domaines dans lesquels finalement l'Occident a créé des icônes. Bref, c'est celui des griffes, des marques célèbres, des stars du show business, du sport. Et, selon l'auteur, c'est ça qui fait vibrer les marques. C'est ça qui fait vibrer les masses. C'est les marques qui sont devenues les étendards de l'Occident triomphant. Alors, comment l'oligarchie va-t-elle s'y prendre pour arriver à ses fins? Donc, tout d'abord, elle crée une pression très intense sur le travail en le raréfiant. Et donc, elle va le raréfier, comme on l'a vu, avec les délocalisations. Il est inutile de développer, on en a déjà parlé. Et ces délocalisations créent partout en Occident du chômage de masse, de la précarité, et ça joue bien entendu sur les salaires, les conditions de travail. Voilà. Et le mouvement est en train vraiment de s'amplifier. Et il y a un autre phénomène qui est terrible au niveau de la raréfaction du travail et qui aura des effets considérables, c'est la robotisation. La robotisation, tout le monde en entend parler. Il faut savoir que entre 2015 et 2020, on passera de 1,4 million de robots sur Terre à plus de 2 millions. Donc une augmentation de 50% en 5 ans. Voilà. Selon l'OCDE, à l'horizon 2025, il y aura à peu près une perte d'emploi de l'ordre de 9%. 9% dans un pays comme la France, donc 9% des emplois, c'est à peu près 2,3 millions des emplois sur le territoire français, donc 2,3 millions de chômeurs en plus. Mais cette étude de l'OCDE répond à une autre étude qui était beaucoup plus alarmiste, qui était celle de l'Oxford School of Economy, qui, elle, annonçait une menace sur près de 50% des emplois. Une menace, ça ne veut pas dire que tous vont disparaître, mais une menace. Donc, il y a une destruction irréversible et massive du travail qui aura bien des implications qu'on verra plus tard. En tout cas, ça génère, sur tout le monde, même chez ceux qui ont un emploi, une angoisse, une crainte généralisée quant à l'avenir de chacun, et bien entendu, une tentative de soumission aux conditions qui sont posées par les employeurs. Un deuxième levier, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation, et plus généralement le recours à une forme de sous-traitance, plutôt qu'au salariat. Pourquoi? Parce que ça permet à ces grandes multinationales de se débarrasser en un instant et à très moindre frais de quantité, de masse de travailleurs sans aucune difficulté, puisqu'elles ne sont pas liées par le Code du travail, mais par un simple contrat entre sociétés, et donc on peut casser sans aucun problème l'emploi à grande échelle. Voilà. Et ça permet également de tenir en main toute cette masse de petites entreprises qui sont complètement dépendantes de la masse d'activité que va leur pourvoir les multinationales. Donc, à travers ce système, les multinationales tiennent à la fois le travail des salariés et puis l'avenir des PME. Elles tiennent en fait toute l'économie du travail à l'entrepreneuriat entre leurs mains. Elles deviennent les maîtres du travail, les principales pourvoyeuses de travail sur la planète. Et il y a une deuxième pression qui est très très forte, outre la pression sur le travail,
c'est une pression sur l'individu au niveau de la consommation. Et là, les multinationales usent de plusieurs leviers, elles actionnent plusieurs leviers, et on peut le constater très facilement dans notre quotidien, en particulier pour les personnes. Il y a des jeunes ici, mais des personnes un peu plus anciennes qui ont vu un peu l'évolution des choses sur plusieurs décennies. On voit une prolifération des centres commerciaux, tout le monde le constate. Voilà, elle est parfaitement vérifiable. Et ces centres commerciaux, il faut bien le voir. C'est devenu au départ, vous vous rappelez peut-être dans les années 60, c'était des simples grandes surfaces qui vendaient de l'alimentaire. Aujourd'hui, c'est des temples de la consommation qui sont conçus pour faire la part belle aux grandes enseignes et qui deviennent des espaces de loisirs et de détente dans lesquels les gens viendraient passer du temps. En fait, c'est devenu des centres de loisirs. Et le loisir principal, c'est quoi? Eh bien, c'est consommer. Consommer. Et consommer quoi? Du produit qui est livré par ces grandes enseignes, du produit multinational. En 5 ans, les surfaces de grandes surfaces, la surface de grands centres commerciaux, ont cru dans le monde de plus de 50%. Donc, là aussi, une vitesse exponentielle. Alors, cette augmentation, elle est beaucoup liée au développement des pays émergents, des pays de l'Est. Mais même en France, qui est un pays qui arrive à saturation, il y a une croissance des surfaces de grands centres commerciaux qui est de l'ordre de 5 à 6% par an. Alors même que les derniers centres commerciaux qui ont été créés ont des difficultés. Alors pourquoi? Pourquoi? Mais tout simplement parce que les grandes multinationales ont un immense avantage sur toutes les autres. Elles disposent d'une trésorerie considérable. L'argent, on dit le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est aussi du temps. Ça veut dire la capacité d'attendre, de supporter des pertes, et pendant ce temps-là, on broie la concurrence des petites, des moyennes entreprises et du petit commerce. On a les moyens de payer et d'attendre ce temps-là. Donc à la périphérie des villes, on a créé des villes nouvelles qui concurrencent et parviennent peu à peu à détourner le commerce de proximité en centre-ville. Et on connaît des villes comme Châteauroux, Troyes et bien d'autres qui sont vidées d'une grande part de leur commerce qui faisait quand même la vie sur place. Voilà. Et tout ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a les centres commerciaux. Il y a aussi, vous l'avez constaté, pour les gens qui ont, comme moi, un certain âge, l'invasion de l'espace public de publicité. Les écrans, les stades, les interviews des sportifs, des acteurs qui se font devant des panneaux avec des icônes publicitaires derrière. Ça ne se faisait pas avant. Les stades qui prennent les noms de marques. Donc on éradique la mémoire populaire, le nom Léo Lagrange, que sais-je, ou Charles de Gaulle, etc., ou Chaban-Delmas, stade de Bordeaux, pour mettre des noms de marques à la place. Et on parle aujourd'hui d'envahir, y compris les trottoirs, de logos publicitaires. C'est-à-dire qu'on va marcher, si on regarde ses pieds, ben on va voir une marque de chaussures, peut-être, voilà, allez savoir. Voilà. Le smartphone, évidemment, c'est un produit qui est très utile, mais il faut bien voir ce que c'est. C'est un lien qui nous relie en permanence à qui? Aux multinationales. Autrefois, on voulait rencontrer des amis. Ben, on allait au café du coin, on allait dans des cercles de bridge ou de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on va sur Facebook. Voilà. Si on voulait rencontrer l'âme sœur, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait au bal. On allait encore dans des cafés, etc. Aujourd'hui, on va sur Mythique. Donc, le smartphone nous relie en permanence aux multinationales du numérique qui organisent nos vies et nous apportent des services qu'on avait avant et qu'on trouvait avant ailleurs, soit dans l'espace public, soit dans d'autres types de commerce ou de lieux de sociabilité. Alors, que vont faire les multinationales du pouvoir dont elles disposent aujourd'hui? Quel est leur objectif? Alors, on en a déjà parlé plus haut. La finalité des multinationales, ce n'est pas une finalité politique finalement. C'est une finalité économique. On veut optimiser les profits et les garantir dans la durée le plus longtemps possible. La puissance financière extraordinaire des multinationales aujourd'hui outrepasse de loin celle des États, qui sont tous liés par un lien terrible, une laisse en quelque sorte, c'est la dette. Tous les États sont endettés et donc dépendent des grandes banques pour assurer leurs dépenses courantes. La France est endettée à hauteur de 100% de sa production nationale annuelle. Ça représente à peu près 2500 milliards de dollars. Pardonnez-moi pour le chiffre, je donne des chiffres qui donnent des ordres de grandeur. Bon. L'Italie est endettée à 130%, les États-Unis à 100%, le Japon à 200%, c'est-à-dire 2 années de production nationale.
Voilà. Donc la dette est véritablement un lien que les grandes banques ont tissé avec les multinationales pour les tenir en laisse. Et pour vous en donner une idée, alors c'est vrai que nous en France, on essaie toujours d'éviter de se trouver au bord du gouffre, mais aux États-Unis, il y a une procédure pour augmenter le plafond de la dette. Il faut absolument un aval du Congrès. Voilà. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je crois que c'était il y a 5 ans, il y avait un conflit entre Barack Obama et le Congrès qui a refusé de voter pour le relèvement de la dette. Et donc il s'est passé ce qu'on a appelé le shutdown. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'argent, tout d'un coup, pour payer l'électricité dans les rues, les écoles, les services publics. Tout s'est arrêté pendant quelques jours, évidemment, le temps qu'ils se mettent d'accord et qu'on peut reprendre un endettement. Ça veut donc dire qu'un pays comme les États-Unis, s'il ne crée pas de la dette tous les jours, il n'a pas de quoi financer son quotidien. Et quand je parle des États-Unis, ben c'est pareil pour la France, c'est pareil pour le Royaume-Uni, c'est pareil pour l'Espagne. Voilà. Le seul pays aujourd'hui qui n'est pas en déficit budgétaire, des grands pays, c'est l'Allemagne. Tous les autres sont obligés d'emprunter pour arriver à payer leurs dépenses courantes. Donc, c'est véritablement un lien qui asservit les États et qui les met à la remorque des grandes puissances financières. Donc, si totalitarisme il y a, c'est un totalitarisme essentiellement à portée économique et non politique. Le politique, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un simple levier qui sert les intérêts économiques de l'oligarchie totalitaire mondialiste, l'oligarchie financière. Voilà. Et donc ça ne ressemble pas au totalitarisme qu'on a connu dans le passé. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à le distinguer et l'appeler comme tel, parce qu'il n'use pas de violence physique. C'est simplement de la contrainte économique. Il n'emprisonne pas, il ne brutalise pas, il ne tue pas. Il confine aux marges du système. Il laisse pourrir dans l'oisiveté et la misère si vraiment on ne répond pas à ces critères. Il n'interdit pas, il invalide la contestation en affirmant qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la grande phrase de ce monde-là. Et il use surtout du discrédit et de l'amalgame pour disqualifier les objections et les oppositions. Voilà. Complotistes, déclinistes, passéistes, racistes, c'est les mots qui servent à finalement ruiner les meilleures réputations, les meilleurs argumentaires, à abattre les plus étoffés des développements, démolis en quelques mots. Il suffit qu'on arrive à coller ce mot-là sur un développement très simple, tiens, mon livre vers la chute de l'Empire occidental, paf, décliniste, ça ne vaut rien. Voilà. Donc on s'est cassé pour un peu de la cervelle pour écrire tout ça, mais ça ne vaut rien, c'est décliniste, c'est pas bon, le déclin n'existe pas. Bon. Pourtant, ce projet totalitaire, donc même s'il n'est pas violent, ou en tout cas violent physiquement, il est là. Et il veut aboutir à créer un homme nouveau. Non plus cette espèce d'homme robot du marxisme-léninisme qui va être l'homme collectivisé, ni l'homme de la race aryenne, de la race supérieure du nazisme, qui sont les deux principaux totalitarismes qu'on a connus, et dont ce mot nous fait penser. Mais je vais appeler un homme nouveau qu'on appelle l'homo economicus novus. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Voilà. Et c'est un homme nouveau qui est conditionné pour répondre docilement aux attentes de la oligarchie, à savoir travailler à moindre coût, le plus possible, être corvéable, mobile à souhait, totalement mobile suivant les besoins, et à la disposition totale et servile des besoins immédiats des groupes. Et, deuxièmement, consommer de façon pulsionnelle, au gré de toutes les nouveautés que l'on exhibe sous nos yeux, et consommer, bien sûr, du produit multinational, celui qui est fabriqué par ces grandes enseignes. L'homo economicus novus réagit parfaitement et immédiatement aux stimuli que lui imprime l'oligarchie, d'abord pour travailler comme on le lui demande, et pour consommer de la façon dont on lui propose, avec les produits qu'on lui exhibe sous son nez. Cet homo economicus novus, il cherche son bonheur dans la consommation, et la consommation de ce que, encore une fois, l'oligarchie fabrique. Il croit au bonheur dans la consommation. En cela, il s'apparente en quelque sorte à une espèce de drogué en manque, qui a besoin de sa dose et qui souffre quand on ne lui donne pas. Et ça tombe bien, parce que l'oligarchie, elle, pour faire des profits, a besoin de renouveler systématiquement ses gammes de produits, d'inventer toujours quelque chose que les gens vont finir par acheter, parce qu'ils sont conditionnés de cette manière. Et pour cela, pour arriver à ça, l'oligarchie, elle dispose d'un outil extraordinaire de manipulation des masses, dont on parle finalement peu dans les médias. Et dont pourquoi on en est abreuvé toute l'année, c'est le marketing. Revoyez les publicités et les réclames des années 50. C'est assez parlant. Ces publicités, ce sont des messages qui vantent la qualité d'un produit.
qui argumentent, qui nous disent, voilà, tel produit, il a telle caractéristique, il va vous apporter ci, il va vous apporter ça, etc. Donc, on argumentait, et on agrémentait un petit peu tout ça de jeunes et élégantes jeunes filles qui présentaient, mais ces publicités-là, ces réclames, comme on les appelait, s'adressaient au cerveau rationnel, la part rationnelle qui est dans notre cerveau. Aujourd'hui, la publicité n'agit plus du tout sur ces ressorts. Ils agissent sur ce qu'on appelle le cerveau reptilien, les instincts, l'inconscient. On n'argumente plus. On crée une image positive, plaisante, attirante, prestigieuse, en jouant sur les a priori qui sont logés dans la partie reptilienne de notre cerveau. On crée une illusion, on crée une image contre laquelle l'individu est bien souvent désarmé, en tout cas beaucoup plus qu'il ne l'était auparavant, puisqu'auparavant on s'adressait à sa raison. Donc, ça peut appeler à des objections. On parle à ma raison, je peux répondre avec des arguments, je peux ne pas être d'accord, je peux me rebeller. Mais à l'inconscient, c'est beaucoup plus difficile. L'inconscient, on ne le maîtrise pas, comme son nom l'indique. Et donc, en s'adressant à l'inconscient et au cerveau reptilien, les multinationales ont une méthode de conquête des esprits qui nous échappe. Et même on se dit, bon, ben, regarde la publicité, c'est pas pour ça qu'on achète. Mais au fur et à mesure, avec la pression et je dirais cette pression permanente et continue, ça a évidemment des effets, en tout cas sur un grand nombre de personnes. Et il faut savoir qu'en plus, tout ceci s'appuie en préliminaire sur des sondages, des enquêtes d'opinion. On sonde les cerveaux pour déceler ses failles. On propose à une clientèle identifiée ce qui va la séduire infailliblement. Voilà. Et c'est encore une fois l'oligarchie qui est faite de ces multinationales qui est la seule, ou en tout cas la principale, à disposer de cet outil marketing, donc d'un levier de propagande formidable qui conditionne l'humain comme jamais auparavant, y compris dans les fameux États totalitaires qui n'agissaient pas vraiment sur ces ressorts-là. Alors, il existe cet Homo economicus novus, il est là, il est parmi nous peut-être, enfin, dans notre monde, et il y a une nouvelle espèce, une sous-espèce qui est apparue il y a environ 15 ans, et moi je l'appelle l'Homo numericus. Là aussi, c'est un homme qui est totalement sensible à toute la propagande un petit peu des multinationales, et il est relié le plus possible à son ordinateur, à son smartphone. Il est le client privilégié des GAFAM, ces nouveaux maîtres du monde, d'entre tous, parce que les GAFAM sont aujourd'hui les principales puissances financières sur cette planète qu'ils ont dépassé, y compris les plus grandes multinationales traditionnelles, on va dire. Alors, cet Homo numericus, il fait ses achats sur Amazon, eBay, Price Minister, etc. Il se socialise via Twitter, Facebook, il se distrait via Netflix ou Deezer, et surtout, il livre à ces fameux GAFAM la richesse la plus précieuse à leurs yeux. C'est-à-dire ses données personnelles, ses goûts, ses envies, ses choix, ses idées, et même là où il se déplace. Et tout ceci ne peut manquer d'être collecté par les GAFAM et réutilisé commercialement à des fins de marketing. Et alors, j'ai écrit ça dans mon livre, je suis heureux de voir, enfin heureux, entre guillemets, que l'actualité a rattrapé ce que j'écrivais. Puisqu'avec l'affaire Zuckerberg qui a été convoquée récemment dans le Sénat, on a vu quand même que lui argumente en disant que ce sont des négligences. Moi, je suis sûr que ce n'est pas des négligences. C'est le cœur nucléaire de son activité, de rassembler toutes les données personnelles, de savoir tout sur nous, de mettre en fiche l'humanité, pour après utiliser ces données, probablement la plupart du temps à des fins commerciales, pour nous vendre et nous revendre et nous en vendre encore plus, et puis peut-être après d'être fin politique, je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà cet aspect de connaissance et de mise en fiche de l'être humain qui est là aussi quelque chose qui n'a jamais été à ce point abouti. Et tout ça débouche sur quoi? Eh bien sur encore mieux les big data. C'est-à-dire, je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des modèles statistiques qui sont autrement performants et qui sont basés sur des algorithmes. Et tout ça permet de prévoir en fait les probabilités pour chaque individu de contracter telle ou telle maladie, de se marier avec telle ou telle personne ou de ne pas se marier, d'avoir tel ou tel type de comportement, tel ou tel type de préférence, est-ce qu'il va être violent, pas violent, est-ce qu'il va avoir des enfants, etc., etc. Et tout ça, donc ça existe. Mais le problème, c'est que c'est entre les mains des marchands. C'est un outil de nature à dévoyer la nature humaine, lui ôter sa part de hasard, de circonstanciel, son libre arbitre, également. Et quand on voit quand même quelque chose d'extraordinaire, le président Obama, qui a consacré une émission de télévision entière à la promotion de ces big data, une émission de télévision entière, ça en dit long sur la réalité du pouvoir aujourd'hui,
où les chefs d'État, finalement, se travestissent en VRP des multinationales à leur demande. Parce qu'on sait qu'Obama déjeunait très souvent à la Maison-Blanche, en bras de chemise, avec Zuckerberg, Bill Gates, etc. Bon. Et on le voit ensuite faire la promotion des big data, en nous expliquant que ça va nous sauver de tous les maux. Alors tout ce que je vous dis là, je vois que ça vous consterne, ça vous navre. Et pourtant, cet Homo economicus novus, même dans sa version améliorée Homo numericus, ne pourrait être en fait qu'un stade intermédiaire de l'évolution et du dévoiement final de la nature humaine que l'idéologie mondialiste veut nous faire avaler. Car pour l'instant, on a parlé d'un humain conditionné dans son comportement, par la propagande, le marketing, la contrainte. Or, l'oligarchie veut aboutir à un homme, non pas soumis à des contraintes ou à des stimuli, mais un homme transformé en profondeur, un homme nouveau qui ne se poserait plus de questions, parce qu'il serait totalement reconfiguré. Ce serait l'homme globalisé, c'est un homme qui est encore émergent, qui existe peut-être, mais en tout cas qui n'est pas à ce point répandu, et moi, dans ce livre, je l'ai appelé l'homo globalus, l'homme mondialisé, qui baignerait dans la culture et l'esprit mondialiste depuis son enfance, finalement ne chercherait pas autre chose, parce que finalement il ne connaîtrait plus autre chose. Voilà. Il serait éduqué, formaté, acculturé, à une planète vue comme un tout, et ne réfléchirait pas autrement. Voilà. Et il s'appuierait sur les multinationales, comme sur une béquille pour vivre et évoluer dans ce monde-là, un peu comme l'homme actuel s'appuyait sur l'État, ou comme l'homme du passé pouvait s'appuyer sur Dieu, en quelque sorte, enfin de passer dans nos sociétés à nous. Ça, les multinationales veulent devenir la béquille absolue de cet homme mondialisé. Il s'agit donc, dans un premier temps, de déconstruire l'homme actuel, en le débarrassant des vestiges de son passé, et de tous les éléments de particularisme qui constituent son éducation, sa personnalité. Car pour pouvoir vendre à l'échelle mondiale les mêmes produits, les mêmes services, les mêmes loisirs, les mêmes œuvres d'art ou les mêmes divertissements, il vaut mieux faire affaire aux mêmes personnes partout. Le même homme, qui pense de la même manière, qui réagit de la même manière, qui sont débarrassés, entre guillemets, de leur particularisme, de leur tradition et de ce qui constitue leur être profond, finalement, tel qu'il est aujourd'hui. L'homo globalus sera donc un homme débarrassé de son histoire, déraciné, débarrassé de ses traditions, de tout ce qui forge son identité particulière. Pourquoi? Eh bien parce qu'un bourguignon, il va préférer un vin de pays ou un bœuf d'élevage, mitonné, à un hamburger. Un napolitain va préférer une vraie margherita au feu de bois à un produit surgelé de je ne sais quelle marque. Ben oui, une parisienne qui est un peu chic va préférer aller chez son tailleur plutôt que chez Zara. Un espagnol, lui, il va être jaloux de son Velota. Il va rejeter les marques de supermarché. Un flamand, lui, connaît les bières artisanales de qualité. Heineken, très peu pour lui. Donc, mieux vaudrait pour les multinationales que tous se servent chez le même fournisseur. Surtout s'il est capable de produire et de livrer la planète entière en quantité industrielle, c'est bien le cas de le dire. La seule résistance aujourd'hui à l'universalisation des produits, ce n'est pas les capacités de production qui sont infinies aujourd'hui, mais cette instance qui siège encore dans les cerveaux des peuples, qui leur rappelle leur passé, qui crée leur fierté, qui les enthousiasme, qui les mobilise, qui les amène au dépassement, c'est la part du cerveau qu'on appelle le thumos en grec ancien, c'est-à-dire c'est cette part de cerveau où siège, je dirais, tout ce qui enthousiasme, tout ce qui passionne, tout ce qui élève. Et c'est cette part de cerveau aujourd'hui que l'oligarchie veut mettre à bas, veut détruire, veut assouvir en quelque sorte, pour que la part du cerveau dit reptilien, sur laquelle elle agit, puisse se livrer sans résistance aux stimuli que le marketing va lui imposer. Voilà pourquoi, vous le constatez, si vous avez des enfants, des petits-enfants, l'enseignement de l'histoire décline d'année en année, ou alors se résume à l'autoflagellation à propos du colonialisme, de l'esclavagisme. L'homo globalus ne doit pas être fier de son pays ou de sa région. Il doit s'en détourner, et pour cela, il ne doit pas puiser dans son histoire matière à glorification. Cet homme, qui est frustré de cette partie de son cerveau, donc on appelle le thumos, où siègent ses aspirations, le sublime, la transcendance, c'est le fameux homme défiguré dont Yvon Blum nous avait parlé dans son fameux livre L'homme défiguré. L'homo globalus ne doit pas être croyant, il ne doit pas être religieux. Pourquoi?
Ben, la religion, elle est chronophage. Elle prive le consommateur de temps utile. Elle prive le consommateur de temps utile qu'il doit passer à prier dans les églises plutôt que sur Deezer ou Instagram ou chez Carrefour. Le croyant, en plus, a appris par l'enseignement religieux à maîtriser ses pulsions. Il est adepte de la tempérance. Ils ne font pas sur la dernière nouveauté qui arrive sur le marché, ou en tout cas ils font moins sur la dernière nouveauté qui arrive sur le marché. Il prend plus de recul par rapport aux biens matériels. C'est donc pas un bon client. Alors les religions, bah, il vaut mieux les démolir. Je parle évidemment au nom des multinationales. C'est pas moi qui dis ça. La morale, le civisme sont également dans le viseur. L'homo globalus, ce doit être un hédoniste, un jouisseur compulsif. Il doit penser avant tout à sa satisfaction personnelle, à flatter son ego et son esprit synthétique que l'on cherche à développer en priorité. L'homme tempéré, qui est ouvert aux autres, qui est capable de se priver, n'est pas un bon client. La famille aussi, dans ce schéma-là, doit être déconstruite. Elle aussi, elle est chronophage. Elle est trop formatrice. Et elle renvoie à la figure du père, celle de l'autorité et de la morale. Le père, bien souvent, dans les familles, observez-le, c'est lui qui freine la consommation, qui dit méfiez-vous. C'est lui qui met un petit peu des barrières à tout ça. Et puis la famille, elle renvoie à la notion d'héritage, donc de passé, de l'histoire, dont justement on veut faire table rase. Mieux vaut donc promouvoir des familles déconstruites, décomposées, le célibat jouissif et sans attache, ou encore l'homosexualité qui offre l'avantage, suivant les hommes d'affaires américains, de pouvoir disposer de 2 incomes, no baby, 2 revenus, pas d'enfants. C'est comme ça que parlent les hommes d'affaires américains, un maximum de pouvoir d'achat et une priorité accordée à la jouissance et à l'hédonisme. Pour parvenir à ces fins, l'oligarchie use de tous les moyens qui sont à sa disposition, et en particulier, principal moyen, les médias. On attaque la famille, en particulier son chef de famille. Vous allez le voir, par exemple, on va prendre un exemple que vous allez peut-être voir quand vous rentrez chez vous, vous allumez votre poste de télé, la publicité pour le Crédit Mutuel, où le père, qui est rétrograde, qui est ringard, se méfie de la banque, que les enfants vendent comme une banque démocratique. Ne riez pas. Et c'est pour ça que, bien entendu, le père n'aime pas cette banque, c'est parce que lui, au contraire, c'est un despote, c'est un tyran domestique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on nous présente les choses. Le cinéma déconstruit, dans beaucoup de films, la famille. Je pourrais en citer plein. Génial, mes parents divorcent. Kramer contre Kramer, divorce à l'italienne. La vie est un long fleuve tranquille. Bon. Où on place des enfants d'une famille à l'autre, et puis évidemment, bon. On déconstruit la religion, avec des films comme Amen de Costa Gavras, ou Théorème de Pasolini. On fait la promotion de sexualité débridée ou alternative, comme la dernière séance de Peter Bogdanovich, ou le Décaméron de Pasolini, Emmanuel, Nettoyage à sec, Gazon maudit, je pourrais vous en citer 50. Bon. Les nations sont toujours vilipendées comme esclavagistes ou colonialistes, ou encore pro-fascistes et bellicistes. Exemple, les films indigènes, La route des Indes, ou Docteur Falamour de Kubrick. La télé-réalité, c'est un outil aussi de propagande. Qu'est-ce qu'on voit dans la télé-réalité? On nous expose des jeunes, souvent incultes, narcissiques, pas des gros bosseurs, uniquement préoccupés de sexualité, d'apparence vestimentaire, d'apparence physique. Des émissions comme C'est mon choix s'évertuent à rendre sympathique la marginalité, l'exubérance, l'égocentrisme. Et tout ça nous renvoie à quoi? Moi j'y vois un petit peu, si vous voulez, ce que disait Gramsci, le grand penseur communiste italien, qui disait, mais pour gagner le pouvoir, pour prendre le pouvoir, il faut déconstruire la culture, les traditions, les modes de vie. La clé, elle est là. Eh bien, c'est ce que l'oligarchie nous fait, et elle nous véhicule à travers la télé-réalité. Pour vous donner quand même un élément de comparaison. Parce que tous les pays n'ont pas basculé dans le mondialisme. La chaîne Al Jazeera, donc chaîne qatari, a créé une émission de télé-réalité. Oui, oui, oui. Sauf que les jeunes qu'on nous montre ne sont pas les mêmes. Ce sont des jeunes qui font leur 5 prières par jour. Évidemment, les filles sont voilées de la tête aux pieds, etc. Et alors, on nous montre ces jeunes-là, mais ils sont quand même compatibles avec la modernité. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des études aux États-Unis, ils travaillent sur l'ordinateur, certains sont ingénieurs, etc. Donc, vous voyez là une forme de télé-réalité qui oriente les choses, qui présente tout à fait autre chose. Et vous voyez bien en quoi c'est un outil de propagande. Au Qatar, on nous montre une télé-réalité où l'islam est compatible avec la modernité, parce que c'est ce qu'ils veulent véhiculer.
Nous, ici, bon, ben, on nous montre une télé-réalité où on nous dit consommez, achetez, voilà, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est parce que c'est tout simplement comme ça. On voudrait que notre jeunesse évolue de cette manière-là. L'homo globalus, donc, c'est un homme qui est ouvert à toutes les vents, à toutes les formes de culture et de morale humaine, sans trop d'attaches terriennes, familiales ni culturelles. Il parle anglais, il voyage dans le monde entier, et il retrouve ses repères au McDo, Starbucks, toutes ces enseignes-là. Il ne juge pas les comportements. Il est ultra tolérant et même relativiste. Il ne juge pas la polygamie, la polyandrie, l'homosexualité, la gestation pour autrui, etc. Tout se vaut dans son esprit, tout est relativisé par nature, il comprend tout, il accepte tout. C'est cet homme-là que l'oligarchie, vers ça que l'oligarchie veut nous faire tendre. Alors, à ce stade, j'entends ce qu'on va me rétorquer. Un homme comme ça, à grande échelle, ça n'existera jamais. Pourquoi ? Pourquoi me dit-on ça ? Parce qu'on me dit l'homme a besoin d'une identité et d'une particularité, sans laquelle il est amputé d'une part importante de son humanité. Et ça, les multinationales, pour avoir sondé les cerveaux comme jamais personne ne les a sondés auparavant, eh bien les multinationales le savent bien. Elles le savent. L'homme a besoin naturel d'identité, sans quoi il n'est pas un homme. Alors, on cherche en fait à déconstruire les identités anciennes, mais à recréer de nouvelles identités qui ne sont plus nationales, religieuses, régionales, culturelles, mais fondées sur les marques. Une publicité martelait il y a quelques années « Je suis une femme Barbara Gould ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ce slogan « Je suis une femme Barbara Gould ». Donc ça n'a rien de rien. Mais finalement, tout est dit. Avec Barbara Gould, la femme se part d'une identité propre, elle est à la fois chic et moderne. Et la formule a fait Flores. Moi, je suis, vous allez entendre, moi je suis Mac plutôt que PC. Moi, je suis Samsung plutôt qu'Apple. Moi, je suis OM plutôt que PSG. Je suis Juventus plutôt que Real. Voilà, je suis Charlie. Je suis Brad Pitt plutôt que De Niro. Je suis Dior plutôt que Versace. Je suis Mercedes et pas BMW, etc., etc. L'homo globalus va se façonner une identité en combinant à sa guise et suivant une chaîne qui n'appartient qu'à lui, les marques qui ont une valeur signifiante, une apparence favorable à ses yeux, bref, les marques qui révèlent et apportent de la personnalité et une personnalité dont il veut se parer. L'homo globalus n'est plus enraciné, ni relié à Dieu, ni façonné par une morale. Il voyage itinérant dans le vaste monde avec sa seule ouverture d'esprit qui lui permet de tout admettre comme viatique. Et sa personnalité, il la crée en achetant des griffes. Elle n'est pas gratuite, évidemment. C'est ça qui change avec la précédente. Cette idéologie mondialiste, voilà ce qu'elle nous prépare. Cet homo globalus. Mais cette ambition ne lui est pas venue par hasard. Quelqu'un comme moi, et peut-être vous, moi je crois que ce sont les idées qui changent le monde. Je ne crois pas à l'inverse, c'est les idées qui changent le monde. Et justement, quelles sont les idées qui dominent dans le paysage intellectuel français ou occidental de façon assez troublante, en même temps que la mondialisation s'affirme, c'est-à-dire depuis à peu près 50-60 ans? Eh bien, ce sont par exemple les idées de Jean-Paul Sartre. Voilà, l'homme qui voit sa vie comme une page blanche qu'il doit remplir, sans que l'histoire de son pays, sa famille, la morale commune, la religion ne participent à cette aventure. Quelle meilleure image que celle de la page blanche pour illustrer l'homme déraciné, l'homme déculturé, bref, l'homme défiguré. Et puis, lui, bien sûr, Michel Foucault et son histoire de la folie à l'âge classique, par exemple, pour citer un de ses livres les plus connus. La folie n'existe pas. Elle n'est qu'un terme pour désigner les modes de vie, les modes de pensée, les gens qui sont au rebut d'une telle société, qui sont rejetés par la société parce qu'ils ne correspondent pas aux normes que la société veut imposer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'existe pas de norme universelle intangible. La norme n'existe pas. Pas plus que la morale, pas plus que le bien, le mal, le beau, le laid. Tout se vaut. S'il y a bien deux auteurs que l'homo globalus serait incité de lire, ou que l'oligarchie l'inciterait à lire, c'est bien Sartre et Foucault. Voilà. C'est cet homme complètement débarrassé de tout critère moraux, tout critère historique, et qui va voyager dans le monde en acceptant à peu près tout type de critères. C'est l'homme déconstruit, l'homme déraciné. Donc, cette idéologie mondialiste s'appuie sur cette idée qui a germé dans l'esprit des gens et qui a été introduite dans les esprits par des penseurs de ce type-là. Il y en a d'autres, évidemment, Lacan, Derrida, Deleuze, etc. Et puis,
il y a cette vision globale de la société future. Une société qui sera divisée en 3 strates. D'abord la superclasse, issue de l'oligarchie économique, une minorité qu'elle va s'adjoindre pour ses compétences, qui lui sert, qui sert ses intérêts, voilà, le marketing, la finance, etc. Et puis des masses populaires, dont une grande majorité sera désœuvrée, exclue du travail par les robots et par toute autre chose, tout autre genre de choses. Et là, quand on tend, remarquez-le bien, au fur et à mesure que le chômage progresse, au fur et à mesure que le travail se fait rare, on entend une petite musique qui revient à chaque retour du printemps, si j'ose dire, le revenu universel. Évidemment, Benoît Hamon a été son principal porte-parole à la présidentielle, mais c'est quelque chose qu'on va attendre aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays d'Europe, et beaucoup de penseurs de gauche parlent de ça. On l'a vu plus haut, Gramsci a inspiré par sa technique de lutte culturelle de démolition l'oligarchie mondiale. Mais en fait, cette tolérance, cette acceptation presque, on n'y est pas encore, mais on l'admet, à ce système de revenu universel qui a été évoqué, elle trouve sa source, ou ça, dans certains aspects du marxisme, et en particulier de Fourier. L'idéal humain, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, être banquier le matin, artiste peintre le midi, pêcheur à la ligne le soir. C'est ce qui est écrit dans certains passages de Marx ou de Fourier. Le monde doit devenir un lunapark, où les hommes se distraient, se cultivent, ou travaillent en guise, quand ils ont envie, assis sur la sécurité d'un socle qui est celui du revenu assuré. Ces fameuses masses oisives, qui se multiplieront dans les années à venir, fatalement, ne sont-elles pas cet homme ludique et hédoniste que Marx et Fourier voulaient voir émerger? Voilà, et qui profiterait du revenu universel. La logique actuellement en marche serait donc à milieu de l'ultralibéralisme dont on nous parle, mais serait en fait une forme de néo-marxisme cosmopolite, n'oublions pas l'hymne-communisme, c'est l'international, à une différence près, par rapport à ce qu'avait entrevu Marx. Le monopole du pouvoir ne viendrait plus, n'irait plus aux États, qui, dans l'esprit de Marx, se voyaient en charge d'organiser cette société future, mais ce monopole viendrait en fait entre les mains des marchands qui régneraient dès lors, sans partage sur la planète, et accorderaient le minimum de revenus à tous pour pouvoir survivre et pouvoir surtout consommer les produits que ce pouvoir fournit. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Super. Quelques questions. Alors, vous levez, vous posez votre question, vous ne faites pas une conférence bis, et on essaiera de vous répondre. Est-ce que le fichier qui est déjà établi depuis des décennies par les Mormons, il me semble bien, pour mettre chaque humain en boîte, se recoupe actuellement avec Internet et ceux qui ont construit ces monstres? C'est fort possible, de toute façon. Il faut bien voir qu'effectivement, l'essence un petit peu de cette évolution prend racine dans certaines formes de protestantisme, oui. N'est-ce pas? La religion catholique n'a pas d'appétence pour tout ça. Non, mais c'est celui qui gagne beaucoup d'argent qui voilà, est aimé de Dieu. Exactement. Donc tout ça effectivement prend racine à la base ou on se développe à la faveur de la religion protestante. Alors les Mormons, effectivement, on le sait, sont de redoutables hommes d'affaires. Hein, les Mormons de Salt Lake City, etc. Donc oui, il y a certainement un lien là-dedans. Alors je ne sais pas s'ils ont fiché de l'humanité eux-mêmes en particulier, s'ils sont plus avancés là-dedans, mais c'est fort possible, oui. La deuxième question, c'est que vous avez parlé des dettes de tous les États. On ne peut pas mettre les USA dedans, puisque eux, ils ont la planche à billets, ils font ce qu'ils veulent. Et les accords de Bretton Woods, c'est complètement étonnant qu'on ait pu nous enfumer, alors que l'or était la base de notre argent depuis les Phéniciens. Je suis très content que vous posiez cette question. Oui, depuis 40 à 50 ans, les États-Unis, en fait, ne sont pas endettés, ils fabriquent des dollars. Bon. Sauf que là, il y a quand même un gros problème, si vous voulez. Ils ont un concurrent aujourd'hui de poids. Parce que jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas. Ils ont la Chine. Et ce concurrent a un excédent commercial colossal vis-à-vis d'eux. Cet excédent est soldé en dollars. Les Américains payent en dollars. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne payent pas. Oui, mais est-ce que vous pensez que les Chinois, ça va durer longtemps comme ça? Ah ben non, justement, on les voit actuellement agir autrement. Alors moi je vais vous dire, je voudrais pas trop m'avancer parce que vous savez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils ont créé des contrats à terme sur le pétrole. Récemment, c'est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, voilà. Donc il y a une guerre des monnaies qui s'insinue. Et au-delà de cette guerre des monnaies,
Moi, je regrette, mais tout ce que je vois, ces tensions internationales, pour moi, c'est lié directement à ça. Toutes les tensions internationales que vous voyez, évidemment, il y a toujours un prétexte. En 1914, c'était l'archiduc héritier qui a été assassiné, etc., etc. Mais tout ce que vous voyez là, aujourd'hui, me semble lié à une constitution de blocs qui veulent abattre, à mon avis, la toute-puissance du dollar et de l'Occident. J'en suis persuadé. Et pour des raisons économiques, tout simplement parce que la Chine a refinancé l'Occident à grande échelle après la crise des subprimes de 2008. Elle s'attendait probablement, il y a eu des promesses de remise en ordre des comptes publics, de remise à la rigueur des économies occidentales. Au lieu de ça, les Américains ont pendant 8 ans continué à fabriquer de la monnaie pour continuer à mener leur train de vie, mais sur le dos de qui? Des Chinois qui finalement ont les coffres remplis d'une monnaie qui est du papier, quoi. Ils achètent beaucoup d'or avec les Russes. Ah bah oui, non mais... Alors après, c'est la stratégie qu'ils mènent pour essayer de pallier tous ces problèmes-là. Mais très clairement, il y a un jeu de dupes entre les États-Unis et la Chine, et j'ai du mal à croire que tout ce qu'on entend au niveau des tensions internationales qui semblent émerger ne puisse pas être relié à un événement aussi essentiel. Voilà. Donc, clairement dit, d'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Ah bah bien sûr, non mais toutes les guerres mondiales ont caché des problèmes économiques à la base. Hein, voilà. Mais là, il y en a un énorme. Il y en a un énorme. Et il y en a un énorme qui repose en plus sur un jeu de dupes entre les deux principales puissances, où la Chine, en quelque sorte, a été, ou se sent dupée par les États-Unis. On pourrait dire que la Chine aussi dupe les États-Unis, dans le sens que, évidemment, ils ont joué le rôle de la concurrence à très bas coût avec le libre-échangisme. Donc, le fait est qu'il y a une rupture de confiance entre ces deux puissances qui, aujourd'hui, sont des concurrentes redoutables et qui s'estiment lésées chacune l'une par l'autre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste néanmoins aujourd'hui à un reflux de ce tendance lourde avec le comité de Visegrad, la Hongrie, la Russie, les élections d'Autriche, Sebastian Kurz, l'Italie? Est-ce que un point d'inflexion ou bien est-ce que vous pensez que le bulldozer va continuer? Alors là aussi, c'est une excellente question. Effectivement, moi, vous savez, je fais des conférences et je fais des livres. Alors, je mets le doigt sur ce qui ne va pas. Mais je mets le doigt sur ce qui ne va pas parce que j'espère qu'on va se réveiller. Et que j'espère qu'on va aller contre ça. Qu'on va bien voir où on nous emmène. La plupart des gens ne voient pas où on nous emmène. La plupart des gens prennent les choses comme elles viennent, profitent un peu du système ou des avantages ou des voyages. Ça plaît beaucoup. Moi aussi, j'adore voyager, vous savez. Et il est bien évident que... il faut que les gens aient un manuel de décryptage de tous ces problèmes-là, parce que sinon, ils ne le voient pas. On est dans une actualité qui, tous les jours, nous amène de nouveaux événements qui sont contradictoires. Donc, on ne voit pas le sens des choses sur la grande échelle où ça va. Et c'est pour ça que j'écris. Alors, effectivement, aujourd'hui, et on peut être heureux, il y a une conscience. La conscience du problème est en train vraiment d'émerger, comme vous dites, en Europe de l'Est, mais aussi en Russie, puisque finalement, Poutine est évidemment le grand adversaire de ce système. En Autriche, en Italie, même en Belgique, parce qu'on l'oublie, mais il y a le Vlaams Belang qui appartient à ce gouvernement, qui ne peut pas aller contre l'Union européenne, mais qui en fait prend quand même des mesures qui sont audacieuses. Par exemple, ils ont pris une mesure récemment de couper les allocations sociales aux immigrés qui profiteraient de cet argent pour acheter des biens chez eux, comme ça arrive. Vous voyez ? Donc, des mesures qui ne sont pas vraiment... alors en France, évidemment, on ne le voit pas, parce que nous, on est tellement noyés dans le même système qui perdure et qui s'accroche et qui arrive toujours à retomber sur ses pattes et à se renouveler. Vous avez aussi, je vous le dis, aux Philippines, le président Duterte, en Inde, Modi. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de pays, au-delà même de l'Occident, qui sont à rebours de ce système. Mais c'est-à-dire que c'est les peuples qui voient ce qui se passe et qui réagissent électoralement. On a vu évidemment Trump et le Brexit, c'est inutile d'en parler, c'est tellement flagrant. Alors maintenant, le seul problème, c'est que est-ce que les États, puisque les peuples choisissent des États, ce sont les États qui vont devoir combattre ce mondialisme. Et les États sont quand même très affaiblis et prisonniers d'une nasse dans laquelle les multinationales les ont mis. Donc, je suis évidemment très heureux de voir qu'il y a un réveil mondial. J'espère qu'on va réussir tous ensemble à faire revenir cette machine en arrière. Oui, peut-être que vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser. La question que je voulais vous poser, c'est quel serait le ou les talons d'Achille de l'oligarchie mondiale?
Les talons d'Achille de l'oligarchie mondiale, c'est que je pense que tout simplement, son plan est petit à petit dévoilé. Et finalement, regardez comme les choses sont amusantes en quelque sorte. Comme c'est un peu l'arroseur arrosé. Je vous ai parlé durant tout mon exposé d'Internet qui est vraiment l'outil massu de l'oligarchie. Mais sauf que c'est aussi l'outil de la liberté d'expression. C'est aussi l'outil dans lequel beaucoup de gens s'expriment et n'auraient absolument aucune voix au chapitre dans les médias traditionnels. Donc, ce même outil qui est créé et qui est à leur service est justement leur talon d'Achille. C'est l'arme qui peut se retourner contre eux parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, en France en particulier, hein, je parle de la France, c'est probablement très valable ailleurs aussi, beaucoup de gens n'ont plus confiance dans les médias traditionnels et se tournent de plus en plus vers Internet pour s'informer. Donc voilà, un des talons d'Achille, la propagation d'une information dissidente et contradictoire, que probablement toutes ces oligarchies n'avaient pas prévu. Et d'ailleurs, regardez Macron, qui est évidemment l'homme lige de cette oligarchie d'entre tous. Hein, on n'a jamais fait mieux, on va dire, en quelque sorte. Eh bien, on parle de s'attaquer aux fake news. C'est-à-dire, fake news, c'est ce qui ne va pas dans son sens, quoi, en fait, tout simplement. Vous voyez ? Voilà. Il y a oui, allez-y. Cher Olivier, alors, est-ce que tu es d'accord pour, oui ou non, pour affirmer qu'en fait le problème ce n'est pas la mondialisation du capitalisme en tant que tel, mais le fait que le capitalisme mondialisé soit par ailleurs un capitalisme de connivence où les multinationales, enfin, un certain nombre de multinationales précises, profitent de lois d'exception qui leur permettent de prendre l'avantage dans la concurrence avec les autres entreprises qui ont vocation à devenir des multinationales. Alors, donc en fait, parce que si on était dans un capitalisme de laisser faire, alors les entreprises, les multinationales seraient obligées d'être en concurrence les unes les autres pour respecter pour tenir compte de la diversité des goûts du consommateur. Et donc les produits qu'elles mettraient sur le marché tiendraient compte des diversités culturelles, des spécificités culturelles. Des spécificités culturelles. Donc il n'y aurait pas d'uniformisation des produits et des goûts. Donc est-ce que plutôt que la mondialisation du capitalisme et le consumérisme n'est pas plutôt le capitalisme de connivence et le consumérisme en tant que tel et le matérialisme, c'est-à-dire l'appétit pour les biens de consommation en soi n'est pas répréhensible? Alors, tout à fait. Je suis content que tu me poses cette question, parce qu'effectivement, dans tout mon discours, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que les gens vont avoir l'impression qu'en fait, je défendrai un système socialiste ou communiste, ou le retour des États, etc. Non. D'ailleurs, à ma grande surprise, il y a un site France Insoumise qui a repris certaines théories de mon livre et qui m'a mis en exergue. Bon. Peut-être qu'ils peuvent s'y retrouver, pourquoi pas, hein, moi je veux bien, mais enfin, c'est pas du tout mon propos. Moi, je vais être très clair. On vous parle d'un monde ultralibéral, une France ultralibérale. En France, il y a 57% des dépenses publiques. Donc on n'est pas du tout ultralibéral. On est ultra-étatisé. Et observez bien. Il y avait un candidat, par exemple, comme François Fillon, qui défendait la libre entreprise. Il a été broyé par l'oligarchie avec cette fameuse procès qu'on vient coller, et on a dézingué sa candidature. Bien. Donc, il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire pour des gens qui ont déjà quelques années derrière eux. C'est la première fois qu'on voit des puissances financières rejeter le libéralisme et préférer cette forme de social-démocratie que Macron incarne. Pourquoi? Mais parce que les multinationales, qui sont l'avant-poste du capitalisme aujourd'hui, ne sont pas soumises aux règles, aux impôts, aux taxes, aux réglementations nationales. Elles s'en affranchissent, elles sont au-dessus de ça. Les 57% de dépenses publiques, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les PME, c'est pour les paysans, les agriculteurs, les petits commerçants. Et ça les broie. Et qui vient racheter ça derrière? C'est les fameuses multinationales. Amazon a payé, en 2015, je crois, 3 millions d'euros d'impôts en France. C'est-à-dire qu'il se moque du monde. Sur un chiffre d'affaires qui fait plusieurs milliards d'euros, il a payé 3 millions d'impôts sur les sociétés. Donc, d'une manière ou d'une autre, par l'optimisation fiscale, par les services juridiques qui arrivent à contourner les règles, par évidemment les sociétés offshore, et toute la réorganisation mondiale qui peut le faire, ils échappent à l'ultra-étatisme que nous vivons. Et l'ultra-étatisme leur permet au contraire de ramasser les miettes de tous les morts qui sont là. Voilà. Et il n'est pas étonnant que ce soit dans le pays le plus étatisé d'Europe et du monde, que ce soit là que les commerçants
perdent le plus, meurent le plus, et qu'on se retrouve avec des rues de Paris où il n'y a plus que des grandes enseignes et des franchises, et des choses comme ça. Et des gens qui ont un petit peu des années derrière eux, qui voient l'évolution, le voient bien. Les bistrots sont remplacés par des Starbucks, des McDo, des choses comme ça, des banques, des sociétés d'assurance. Et donc, pour la première fois, l'oligarchie n'est plus libérale. Elle est antilibérale, parce que le libéralisme, en fait, elles veulent en avoir l'apanage, elles l'ont, elles font ce qu'elles veulent. Et elles veulent coller, je dirais, les embêtements aux autres, et voilà, ça leur permet de d'écraser. L'argent fait qu'on est au-dessus des lois, et c'est déjà comme ça aux États-Unis. Mais c'est comme ça ici aussi, madame. Hein. Moi, je suis désolé, mais écoutez, c'est prouvé. Les grandes multinationales payent 8% en moyenne d'impôts sur les sociétés, d'une manière ou d'une autre, en usant des niches, des sociétés offshore, et 8%. Bon, les PME-PMI, c'est 15% en dessous de 38 000 euros et 33% au-dessus de ces fameux 38 000 euros. Donc, je veux dire, elles ne sont pas soumises au même régime que les autres. Donc, finalement, le socialisme, elle s'en fiche, c'est pour les autres. Voilà. Oui, mais la problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on a soulevé ce genre de questions en économie, c'était le bras de fer justement entre ces multinationales qui disaient si vous nous taxez, eh ben nous, on externalise la production et puis il y aura plus de chômage. Donc, on n'a jamais réellement voulu s'attaquer au problème par rapport à ça. Ah non, mais ça c'est clair, mais ça, alors si vous voulez, je fais des développements dans le livre à ce sujet. Hein. Alors bon, on a une conférence, on ne peut pas ennuyer les gens à passer des heures. Mais je veux dire, il est bien évident que aujourd'hui, le fait que les multinationales captent une part de plus en plus importante de la production mondiale à leur profit, leur permet de déployer leurs activités là, en fait là où on leur fait les meilleures propositions. Hein. Pourquoi Sarkozy ou Hollande ou Macron se déplacent toujours avec 50 dirigeants du CAC 40 ? Parce que quel peut être l'intérêt de la France ? L'intérêt de la France, c'est que on est encore un pays puissant qui est reconnu, donc on va suivre le chef d'État, il va nous tirer quelques contrats là par rapport à la position géopolitique, et c'est ce qui maintient certaines de ces grandes entreprises sur place. S'il n'y avait pas ça, elles s'en iraient. Voilà, il y aurait des chances qu'elles s'en aillent, ou faire autrement. Voilà. Mais elles restent là parce que, et donc les États et les chefs d'État sont devenus des VRP pour les multinationales. Comme Obama qui nous vendait les multinationales. Complètement. Une dernière question. En écoutant votre conférence et la manière dont l'oligarchie met en place son réseau et uniquement son pouvoir, je vois dans l'opération sur le climat un cas d'école absolument extraordinaire. On y retrouve tout. C'est-à-dire qu'on voit un pouvoir qui cherche à ne plus traiter le problème technique en disant que la science, the science is settled, alors que c'est complètement faux. Tout repose et on dit même ce n'est plus le sujet, le climat. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en place, au travers des institutions internationales, un pouvoir au niveau de la planète. On cherche à relancer l'économie capitaliste par un complexe climato-industriel et on cherche à faire une vaste redistribution des richesses entre le nord et le sud et tout ça aux dépens de la classe moyenne des pays occidentaux. Et on peut se demander si cette opération, qui est une vaste opération d'intox, parce que tous ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas d'accord, n'ont pas accès aux médias, ils sont interdits de médias, et sauf ceux qui sont extrêmement gentils et qui sont très polis et qui ne vont pas trop loin, alors on leur laisse 5 ou 10 minutes. Et même ceux-là se font insulter. Non, mais limite, hein, c'est limite. Oui, hein. oui. Et ça ne va pas être sur les grandes chaînes de service public. Hein. Et je trouve que dans une version ultérieure de votre livre, vous pourriez traiter le climat comme cas d'école Alors j'avais mis 5 pages sur le climat. Mais d'un commun accord avec mon éditeur, on les a retirés parce que mon éditeur avait peur que justement les journaux se focalisent là-dessus et discréditent l'ensemble, juste parce que j'ai abordé cette question-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste du climat. J'ai lu des livres là-dessus, mais je ne pourrais pas vous dire que vraiment je connais le climat. Mais j'ai lu et j'ai vu quand même des chiffres. L'augmentation de la température depuis 1956, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 0,6 degrés. Bon.
Donc c'est pas une augmentation qui est vraiment de nature, où on pourrait dire « Ah ben c'est lié à un phénomène nouveau qui serait l'activité humaine, les gaz carboniques, etc. » Dans l'histoire de l'humanité, des augmentations comme ça sont fréquentes. Il y a des cycles même de 5-10 ans où il y a des années plus froides, plus chaudes, en fonction effectivement peut-être des cycles solaires, etc. Et depuis 15 ans, cette température n'augmente plus. Ces chiffres-là que je vous dis, c'est pas moi qui les ai inventés ou j'ai pas entendu un climato-sceptique, c'est le GIEC qui le dit. C'est les chiffres du GIEC. Et le GIEC explique que ça n'augmente plus parce qu'il dit que, en fait, l'augmentation est compensée par des cycles solaires, c'est-à-dire qu'en fait, on est en période de cycle plus froid, et donc l'augmentation de la température liée à l'activité humaine est compensée par le cycle froid dans lequel on est. Bon, enfin, vous avouerez que c'est quand même pas très convaincant, si on regarde vraiment les choses, et je crois qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, il s'agit de créer un sujet qui va être un peu le cheval de Troie de l'avancée d'un gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que le gaz carbonique, une fois lancé dans l'air, les frontières, il ne connaît plus. Hein. Donc on préfère avoir des problématiques qui transcendent les frontières, de manière à alerter sur une urgence le monde entier, de dire voilà, il faut faire quelque chose, il faut créer un organisme, une autorité mondiale, qui va décider de ce qu'il faut faire en la matière, et puis peut-être après sur d'autres choses, et il faut globaliser les problèmes un maximum, de manière effectivement à créer, aller vers cette gouvernance mondiale. Et j'ajoute, comme vous l'avez dit fort justement, monsieur, qu'il s'agit de culpabiliser les Occidentaux, parce qu'effectivement, l'ennemi de cette gouvernance mondiale, et l'ennemi de cette oligarchie en quelque sorte, c'est l'homme occidental. C'est l'homme occidental. Parce que l'homme occidental, si vous voulez, dans l'optique d'une gouvernance mondiale, il gagne trop, il y a un trop gros écart avec les autres, et il faut impérativement le remettre à niveau, créer un homme qui soit égalisé à l'échelle mondiale. C'est ce que j'ai dit un petit peu dans mon exposé. Et donc, je voulais vous dire que pendant des années, j'ai cherché à comprendre ce que faisait M. Pascal Lamy au l'OMC, et je n'ai pas pu. J'ai été dans l'impossibilité de comprendre. Je n'ai compris que quelques bribes lorsque M. Pascal Lamy a quitté ses fonctions. Et pour ceux qui voudraient comprendre un peu le climat, et ça rejoint votre conférence, je les invite à lire ce livre de Christian Gérondeau qui s'appelle Climat, la grande manipulation. Hein, et c'est un livre absolument fondamental parce qu'il est facile à lire et il est écrit par quelqu'un très intéressant. Et je précise, il y a une conférence de Christian Gérondeau qui a été faite au Carrefour de l'Horloge il y a de ça à peu près 2 mois et qui est visible sur Internet, qui est très intéressant. On tient, s'il vous plaît, on tient à vous remercier. Et quand le collectif paraîtra, je m'avance un peu. S'il vous plaît. Je tenais à vous remercier pour votre brillante conférence. Et sans doute dans quelques mois, quand un collectif sur ces sujets, avec différents contributeurs, paraîtra. Ceux qui sont intéressés par vos livres, n'hésitez pas à venir voir le conférencier, vous le faire dédicacer. Et n'oubliez pas qu'il sera aussi, prévenez vos amis, samedi prochain à la librairie française dans le 15e, à partir de 3h, pour dédicacer. Et je serai avec vous pour dédicacer un autre livre. Voilà. 5 rue Auguste Bartholdi, métro La Motte-Piquet. Donc n'hésitez pas à venir.